Nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. Tout de suite, le sommaire. La République démocratique du Congo pourrait mobiliser jusqu'à 800 millions de dollars américains dans le cadre de l'appui budgétaire. La confirmation vient du ministre des Finances Doudou Fwamba au sortir des échanges avec le président de la République Félix Tshisekedi et une délégation du Fonds monétaire international. Les échanges centrés sur l'accord préliminaire avec le FMI pour une facilité élargie de crédit et une facilité pour la résilience et la durabilité. Le président de la Chambre basse du Parlement a, au cours de la plénière du mercredi 13 novembre, dénoncé ce qu'il qualifie de prolifération de sites miniers via son speech en marge de l'audition du ministre de Mines a dressé un sombre tableau sur la situation minière actuelle, pointant du doigt des pratiques qu'il qualifie d'inacceptables, accentuées par la protection de certaines forces et sécurité nationales. Plus de 42 000 cas suspects de Mpox, dont 130 morts, ont déjà été enregistrés à travers toute la République démocratique du Congo. Ces chiffres ont été donnés mercredi dans la soirée par le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, lors d'un briefing presse animé avec son collègue porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur Mondico Télévision. Le président Félix Tshisekedi a reçu le chef de mission du Fonds monétaire international, Calixte Akpoussi. Ce dernier est venu lui annoncer la conclusion d'un accord au niveau des services concernant la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience de durabilité. Présent à cette séance de travail, le ministre congolais des Finances Doudou Fwamba a affirmé que cet accord marque une étape cruciale pour la RDC qui pourrait mobiliser jusqu'à 800 millions de dollars américains dans le cadre de l'appui budgétaire suivant. Nous venons d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi et toute la délégation venue de Washington, conduite par les chefs de mission du Fonds monétaire international. Après 14 journées de longues discussions et de nuits entières passées à discuter ensemble, la mission est venue rendre compte à son Excellence Monsieur le Président de la République des conclusions auxquelles nous avons abouti après ces échanges. Il était question de discuter la négociation d'un nouveau programme triennal formel accompagné d'un programme climatique RST, et les discussions ont été tenues par nos services techniques et aujourd'hui c'est la fin de la mission. C'est pour cette raison que nous sommes venus rendre compte au président de la République et nous avons le privilège d'annoncer à notre population que les services techniques de la République démocratique du Congo et du Fonds monétaire international viennent de trouver un accord de service sur la conclusion d'un nouveau programme triennal et d'un autre programme climatique RST. C'est des opportunités pour réformer notre pays, mais également avancer l'agenda du développement cher au président de la République, chef de l'État. Ces deux programmes, et particulièrement les programmes soutenus par la FEC, ont une particularité exceptionnelle. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales
En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui, pour s'assurer que le programme prenne en compte ses engagements. Donc, en ce qui concerne le programme pour la lutte contre le changement climatique, les discussions portaient sur les normes dans différents secteurs, comme le secteur minier, et puis comment protéger les forêts et bien d'autres. Donc, sur cette base, le programme FEC apportera un peu plus de 1,7 milliard sur 3 ans et le programme de soutien RST pour la lutte contre le changement climatique aussi apportera un peu plus d'$1 milliard sur 3 ans. Dans l'actualité également, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a, en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale dans la crise tchadienne, présidé le mercredi 13 novembre à la Cité de l'Union africaine pour la 3e fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad et l'opposition. La facilitation de Félix Tshisekedi dans la crise tchadienne a abouti au retour de la paix au Tchad. Vinigali Junior nous en dit plus. En sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, dans la crise tchadienne, le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé le mercredi 13 novembre 2024 pour la 3e fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad et l'opposition. Au terme de cet événement, les gouvernements tchadiens représentés par le ministre des Infrastructures Aziz Mahamat Saleh et l'opposition ont convenu du retour au Tchad du Dr Hassan Barkaï, président de l'Union des forces démocratiques du Tchad, UFDT. 3 ans après le début de la transition, nous sommes en phase de finalisation de cette transition, grâce au leadership, il faut le reconnaître, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans cette transition. Le Tchad est en passe de réussir la fin de sa transition, ce qui est un exploit puisque la plupart des pays qui sont en transition sont encore loin d'arriver à cela. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. Et nous sommes venus, à travers ce compromis politique, consolider encore la paix et la cohésion des Tchadiens. Et nous félicitons de ce compromis politique qui permet aujourd'hui à un mouvement, le MDJT, de rentrer en paix et en sécurité au Tchad. Présent à cette cérémonie, le ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazenga a félicité le président Félix Tshisekedi pour la réussite de cette transition qui tend vers sa fin. Le Tchad a été très bien accompagné et le président de la République a fait que presque tous les acteurs politiques puissent se joindre au niveau du processus de transition et avec les élections crédibles organisées au mois de mai qui a programmé comme élu le président Mahamat Idriss Déby Itno comme président de la République, chef de l'État. Voilà, la mission sur la transition s'avance vers la fin. Et il est resté là de poursuivre la mise en œuvre de la feuille de route. Et cette feuille de route, il reste non seulement les élections législatives provinciales et communales prévues au mois de décembre, soit le 29 décembre de cette année, mais aussi la mise en place des institutions du pays. À ce moment-là, nous sommes à la fin de la transition. C'est le mardi 25 octobre 2024 que le président Félix Tshisekedi a été désigné facilitateur dans la crise tchadienne par ce père de la CEAC. Depuis qu'il a entrepris sa mission, le chef de l'État a notamment réussi à obtenir la signature d'un compromis ayant abouti à la nomination de l'opposant Succès Masra comme Premier ministre du Tchad. Cette réconciliation politique a débouché le 6 mai 2024 à l'élection apaisée de Mahamat Idriss Déby Itno, actuel président tchadien. Et autre chose, à présent, la première ministre Judith Suminwa a représenté le chef de l'État Félix Tshisekedi à la réunion présidentielle organisée par la Banque africaine du développement le mercredi 13 novembre 2024 au cours de la 29e conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique COP29 à Bakou, capitale d'Azerbaïdjan. La dite réunion s'est penchée sur les financements et de la lutte contre les changements climatiques de la
comptabilisation du capital naturel par le pays africain sous la présidence de Denis Sassou Nguesso et William Ruto. Suivez. Selon la Banque africaine de développement, l'Afrique, avec ses vastes forêts séquestrant le carbone et ses ressources mûres pour la croissance verte, dispose d'un potentiel énorme pour favoriser l'accès à l'énergie propre pour des millions de personnes. Pourtant, l'Afrique subsaharienne reçoit moins de 3% du financement climatique mondial, ce qui entrave les efforts visant à faire progresser le plan national d'adaptation et les contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l'accord de Paris. Dans ce cadre, la chef du gouvernement de la RDC a revendiqué la valorisation adéquate du capital naturel de la RDC qui rend d'importants services environnementaux et écosystémiques. J'ai bien noté qu'une valorisation adéquate du stock de capital naturel de nos États pourrait entraîner des énormes retombées économiques et financières de nos nations et nos populations. À titre d'exemple, une estimation générale des services de séquestration du carbone du bassin du Congo indique qu'il pourrait potentiellement générer une valeur d'environ 55 milliards de dollars par an pour notre région d'Afrique centrale. Le patrimoine naturel de mon pays, la République démocratique du Congo, rend d'importants services environnementaux et écosystémiques à toutes les échelles. Au niveau international, ce patrimoine contribue à stabiliser le climat. Au niveau régional, ce patrimoine contribue à réguler les ressources en eau, en microclimat. Au niveau national, ce patrimoine sert de source principale aux besoins alimentaires et sanitaires. La Première ministre a estimé le patrimoine naturel de la RDC en termes de milliards de dollars américains. Selon les estimations effectuées en 2018, la valeur de ce patrimoine serait estimée à environ 316,1 milliards de dollars américains. Malheureusement, sa contribution à la formation du produit intérieur brut reste encore extrêmement faible. Ainsi, œuvrer à la juste valorisation de ce patrimoine est, me semble-t-il, très important pour soutenir l'accélération urgente du développement de notre pays. Elle considère la rémunération à juste titre du capital naturel de la RDC comme un impératif à l'amélioration du bien-être congolais. Judith Suminwa a appelé le président africain à un engagement commun afin de permettre des avancées concrètes et rapides pour l'Afrique en général et pour la RDC en particulier. Notons que le sommet de la COP29 sert aussi de plateforme aux dirigeants africains pour présenter l'initiative Mesurer la richesse verte de l'Afrique qui vise à redéfinir les économies africaines. Selon les estimations préliminaires de la BAD, l'ajustement pour la séquestration du carbone aurait pu à lui seul booster le PIB nominal de l'Afrique de 66,1 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 2,2%. Toujours dans le même chapitre, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a plaidé le mercredi 13 novembre 2024 à la COP29 pour une action collective de tout le pays engagé dans la lutte contre le changement climatique. Au nom du président Tshisekedi, elle a rappelé la nécessité d'un engagement ferme de tout le pays, de toutes les parties, allais-je dire, prenantes pour protéger la biodiversité de la RDC, exposée au pillage et de l'activisme de groupes armés dans les provinces de l'Est. Elle a aussi évoqué le défi spécifique auquel la RDC fait face et a par ailleurs lancé un appel à la conscience collective des divers pays. On écoute son propos. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que la biodiversité à l'est de mon pays est en danger à cause de la guerre barbare nous imposée par le Rwanda. Ce qui nous contraint à orienter une partie importante de notre budget à l'effort de guerre et à la préservation de nos aires protégées, plutôt que d'investir dans la résilience climatique. Dès lors, j'invite à la prise de conscience collective concernant cette situation dramatique et singulière. La République démocratique du Congo s'engage aux côtés de la communauté internationale pour identifier ensemble des projets stratégiques et mettre en œuvre des partenariats durables gagnant-gagnant
au bénéfice de nos communautés locales et de notre planète. Dans cette dynamique, nous avons mis en place l'autorité de régulation du marché carbone et comptons nous y appuyer pour tirer parti de la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris. Prenons cette nouvelle en bref. Deli Sesanga et Bernadette Tokwaou Aena, deux figures de l'opposition congolaise, ont été libérées ce jeudi après plus d'une heure d'interpellation par la police à Kinshasa. Ils avaient été arrêtés dans la matinée alors qu'ils distribuaient des tracts et mobilisaient leurs partisans contre le projet de révision de la Constitution porté par le président Félix Tshisekedi. La police a interpellé les deux militants sur l'avenue Victoire alors qu'ils se dirigeaient vers Bongolo avant de les conduire au poste de la police de Lafuna situé dans la commune de Kalamou. L'interpellation brutale de Sesanga a suscité une vague d'indignation parmi les opposants et la société civile. Une vidéo montrant le traitement musclé dont il a fait objet rapidement circulé sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé en titre que la République démocratique du Congo, l'un des pays le plus monde, regorge de nombreuses ressources minières recherchées telles que le cobalt, le cuivre, le lithium et bien d'autres métaux rares. Fait face à de multiples difficultés dans les secteurs extractifs. Le président de la Chambre basse du Parlement, via son speech en marge de l'audition du ministre de Mines le mercredi 13 novembre 2024, a dressé un sombre tableau de la situation minière actuelle, pointant du doigt des pratiques qu'il qualifie d'inacceptables, accentuées par la protection de certaines forces de sécurité nationale. Suivez. Dans un discours retentissant devant l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a exprimé une vive inquiétude concernant la présence massive des étrangers, notamment des Chinois et des Somaliens, dans les sites miniers de la République démocratique du Congo. Le président de la Chambre basse du Parlement, via son speech en marge de l'audition du ministre de Mines le mercredi 13 novembre 2024, a dressé un sombre tableau de la situation minière actuelle, pointant du doigt de pratiques qu'il qualifie d'inacceptables, accentuées par la protection de certaines forces de sécurité nationale. La présence des Chinois et des Somaliens dans tous les sites miniers. Quand vous quittez Bunia pour Kisangani, vous allez être scandalisé par des stations d'essence pirates tenues par des étrangers, a-t-il dénoncé. Ces étrangers opèrent malheureusement sous la protection des éléments de la garde républicaine de FARDC et de la police, a-t-il ajouté. À l'en croire, la pratique s'est érigée en règle dans certaines provinces du pays. Dans le Haut-Katanga et le Lualaba, c'est carrément devenu la règle. Il y a même des généraux qui donnent des autorisations d'accès dans des sites miniers. Cette déclaration survient alors que le ministre de Mines était entendu ce mercredi à l'Assemblée nationale pour faire le point sur les conditions du travail, la réglementation et les difficultés rencontrées dans les secteurs miniers. Les dénonciations de Kamerhe soulèvent des interrogations sur la complicité des autorités locales et la passivité de certains responsables face à la mainmise étrangère sur un secteur aussi vital pour l'économie congolaise. Face à cela, il appelle à des actions concrètes pour protéger les ressources naturelles du pays et réaffirmer la souveraineté congolaise sur ses richesses minières. Parlons santé dans ce journal, plus de 42 000 cas suspects de Mpox, dont plus de 130 morts ont déjà été enregistrés à travers toute la République démocratique du Congo. Ces chiffres ont été donnés mercredi dans la soirée par le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, lors d'un briefing presse animé avec son collègue porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En dépit des difficultés rencontrées au début de la riposte contre le Mpox, le gouvernement congolais poursuit sans désemparer la riposte contre cette maladie. Suivez le ministre de la Santé dans ses propos recueillis par Viningali Junior. Nous suivons régulièrement ce qui se passe et nous avons vu la tendance qui a beaucoup monté d'ailleurs jusqu'à la 39e semaine à peu près, parce que nous sommes maintenant à la 45e semaine depuis le début de l'année. Et donc, nous faisons deux choses. Premièrement, nous recherchons nous-mêmes de manière active tous les cas.
Mais pour cela, il a fallu déployer des équipes sur terrain. Ça a pris du temps pour que tout le terrain soit couvert par les équipes. Mais maintenant, nous sommes à un niveau où nous atteignons plus de 80% de complétude. C'est-à-dire que nous recherchons vraiment tous les cas. Mais en recherchant tous les cas, nous voyons tous les cas de maladies éruptives. Tout ce qui ressemble au monkeypox, on le prend d'abord, on le considère que c'est du monkeypox. Mais quand on fait maintenant les testings biologiques, on peut maintenant exclure certaines maladies qui ne sont pas de monkeypox. Donc nous avons deux niveaux d'informations à donner. Le premier niveau, c'est le nombre de cas suspects. Le nombre de cas suspects, on a dépassé les 42 000 à la 45e semaine. Et nous avons dépassé le 1130 morts à peu près pour l'ensemble du pays depuis le début de l'année. Toutes ces personnes-là sont suivies et diagnostiquées quand on a la possibilité de faire le testing. Et le testing aussi augmente beaucoup parce qu'au départ, il fallait déployer des laboratoires le plus proche possible des centres de traitement de Mpox. Merci et donc bonne soirée chez vous. Merci. Et puis, une marche de protestation contre la déforestation, l'exploitation minière illégale et la présence de groupes armés dans le parc de Kaouzi-Biega a été annoncée le 12 novembre par des activistes écologistes de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces écologistes dénoncent la dégradation de ces sites qui est menacée par les activistes humains. Les détails dans cet élément. Réunis à travers les organisations Club RFI Bukavu et Mouvement écologiste Casque Vert, ces activistes ont marché dans les rues de Bukavu en ce moment où se tient la COP29 sur le climat à Bakou en Azerbaïdjan pour dénoncer la dégradation continue de ces sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO mais qui est menacé par les activités humaines. Ces militants ont exprimé leur mécontentement dans un mémorandum qu'ils ont lu publiquement avant de le déposer auprès des autorités provinciales. Vision de l'environnement, le Fonds forestier, le ministère de l'Environnement et les autres services de mobilisation des recettes de la province prélèvent des taxes sur le transport, sur la vente de ces ressources illégales sur le marché, au port et dans différents lieux d'entreposage, ainsi que le tonnage des bateaux et véhicules comme pour encourager et pérenniser cette activité. Tout ceci nous a poussé à nous poser une série de questions. Sont-ils tous complices de cette destruction du PNKB? Des mesures urgentes de conservation et de protection doivent être prises pour sauver le PNKB. Et c'est là sans atermoiement, car chaque jour qui passe nous précipite vers le drame. À noter que le directeur de cabinet du gouverneur du Sud-Kivu, qui a réceptionné le document, a rassuré de transmettre les préoccupations des manifestants au gouverneur qui est en déplacement. Pour un nombre très réduit, à 5. Place à présent au rappel de titres. La République démocratique du Congo pourrait mobiliser jusqu'à 800 millions de dollars américains dans le cadre de l'appui budgétaire. La confirmation vient du ministre des Finances Doudou Fwamba au sortir des échanges avec le président de la République Félix Tshisekedi et une délégation du Fonds monétaire international. Les échanges centrés sur l'accord préliminaire avec le FMI pour une facilité élargie de crédit et une facilité pour la résilience et la durabilité. Le président de la Chambre basse du Parlement a, au cours de la plénière du mercredi 13 novembre, dénoncé ce qu'il qualifie de prolifération de sites miniers via son speech en marge de l'audition du ministre de Mines a dressé un sombre tableau sur la situation minière actuelle, pointant du doigt des pratiques qu'il qualifie d'inacceptables, accentuées par la protection de certaines forces et sécurité nationales. Plus de 42 000 cas suspects de Mpox, dont 130 morts, ont déjà été enregistrés à travers toute la République démocratique du Congo. Ces chiffres ont été donnés mercredi dans la soirée par le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, lors d'un briefing presse animé avec son collègue porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Mondigo Télévision, une pensée en écrit.